Jérémy Josserand, donc je suis avocat, conseil d'entrepreneur et alors je suis avocat fiscaliste à l'origine. Je n'ai pas encore été banquier comme David, mais peut-être un jour ça viendra. Et je connais bien le monde des entrepreneurs puisqu'au-delà de les conseiller régulièrement, je fais partie du comité directeur d'une association extraordinaire que vous devriez tous rejoindre qui s'appelle Croissance Plus, donc je fais un peu de pub. Et qui justement rassemble des entrepreneurs, leur permet d'échanger leurs best practices et qui défend leurs intérêts. Donc dans ce cadre-là, effectivement, la question de la rémunération est une question récurrente de l'entrepreneur qui, au-delà de la passion qui peut l'animer pour développer sa société, se pose quand même la question de comment récupérer les fruits de son travail. Et alors c'est moi qui passe les slides, Joe, c'est ça? Ouais, c'est là. Voilà. Hop. Voilà. Donc, pour faire simple, et je crois que j'ai un petit quart d'heure, Joe, si je ne me trompe pas, voilà. Pour faire simple, j'ai bien évidemment essayé de faire une petite comparaison entre deux types de rémunération assez évidents que sont donc le versement d'un salaire ou en tout cas d'une rémunération de dirigeant. Comparé à une distribution de dividendes, on va voir qu'il n'y a pas tellement de différence en net en poche, et on va voir de quoi il en ressort. Et une troisième voie qui est une voie un petit peu iconoclaste, mais que de plus en plus d'entrepreneurs mettent en œuvre, qui est donc l'OBO, qui est le fait de se revendre finalement sa société à soi-même. Alors ça va un petit peu plus loin que ça, c'est un peu plus compliqué que ça, et on va voir quelles sont les précautions à prendre dans tout ça. Mais c'est certainement, lorsque la société commence à prendre de l'élan et commence à dégager des excédents de liquidité, une voie à étudier, et à retenir ou pas, mais en tout cas à étudier. Donc, comme je disais, les gens ont souvent tendance à faire des comparaisons par leur expert comptable entre versement de salaire ou distribution de dividendes. Ce que les gens regardent, bien évidemment, c'est le net en poche in fine. Net en poche après prélèvements sociaux, charges sociales diverses et variées, impôts, bien évidemment, à tous les étages. La France est, je dis souvent, n'est pas un paradis fiscal, mais c'est un paradis pour les fiscalistes. À Dubaï, vous ne verrez aucun fiscaliste. En France, il y en a beaucoup. Et donc, on se rend compte, et on va faire un petit balayage rapide de ces options-là. Donc, on a regardé président de SA, SAS, puisqu'en général, les gens sont présidents, ou en tout cas mandataires sociaux de leur société. Le régime social pour un président de SA, SAS, c'est le régime social des salariés classiques. Le seul écart avec un salarié, c'est le fait qu'il ne cotise pas au chômage, donc ça fait un petit gain, et c'est pas extraordinaire. Et surtout, le régime fiscal, qui est donc le régime des traitements et salaires, donc imposition au taux marginal de l'impôt sur le revenu, qui est loin d'être le plus intéressant en France. Et en revanche, de l'autre côté, déduction des rémunérations et des charges pour le calcul de l'IS. Et on va voir que c'est ça qui fait, qui fait que le net en poche entre dividendes et salaire est à peu près le même. C'est que dans un cas, on est imposé et chargé au maximum, mais en revanche, on déduit au niveau de la société, alors que dans le cas du dividende, on va le voir, on a des abattements sur le taux d'imposition, mais en revanche, on ne déduit pas au niveau de la société, puisqu'un dividende, bien évidemment, c'est après impôt sur les sociétés. Gérant de SARL, alors c'est un petit peu plus intéressant au niveau du régime social, puisqu'on bénéficie du régime des indépendants, donc il y a un régime où en fait les taux de prélèvement sont moins importants. En revanche, bien évidemment, la contrepartie, c'est que l'on est moins bien couvert. Alors lorsqu'on est jeune et dynamique, on ne se pose pas trop la question, mais c'est vrai que souvent il faut pouvoir prendre des protections complémentaires pour pouvoir bénéficier d'une protection du même niveau que celui des salariés. Et puis le régime fiscal est à peu près le même, puisque c'est ce qu'on appelle ça l'article 62 chez les spécialistes. C'est en fait, ça revient à taxer au taux marginal de l'impôt sur le revenu, et dans les mêmes conditions, les rémunérations sont déductibles de l'impôt sur les sociétés. Rien de mieux qu'un petit exemple chiffré pour voir ce que cela peut donner. Alors, ne prenez pas les chiffres à la virgule près, puisque bien évidemment, à chaque fois qu'on fait des simulations, il faut prendre en compte la situation spécifique de la personne, mariée, pas mariée, un enfant, deux enfants, trois enfants, des systèmes de défiscalisation divers et variés. Mais sur une base d'une personne mariée, pas d'enfant, et une rémunération brute de 200 000 euros, ça donne à peu près ces chiffres-là. Et donc on voit bien que le gérant majoritaire de SARL a un net en poche plus élevé, pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure, c'est-à-dire que le régime social est bien évidemment
moins intéressant en termes de couverture, mais du coup moins cher. Et donc la différence se retrouve à ce niveau-là. Joe, je crois que tu feras passer les slides après aux gens éventuellement, donc vous aurez tout ça en détail. Distribution de dividendes. Le régime social, c'est qu'en principe, un dividende n'est pas une rémunération soumise aux charges sociales et des salariés. En revanche, les dividendes sont soumis aux prélèvements sociaux. Vous savez, les CSG, CRDS, les choses qui devaient être temporaires. Je ne sais pas si ceux qui ont connu la mise en place de CRDS, etc., c'était temporaire pour quelques années. Donc voilà, on attend encore. Et en revanche, les dividendes perçus par des gérants majoritaires de SRN sont soumis aux cotisations sociales des indépendants. Alors il y a eu tout un débat ces derniers mois, dernières années. Le gouvernement avait voulu inclure tous les dividendes dans la base des prélèvements sociaux. Finalement, ils ont voulu ensuite tout enlever. Et puis finalement, ils ont laissé en l'état. Et donc, régime fiscal, lui, comme je disais, les dividendes sont imposés au taux progressif d'impôt sur le revenu après abattement d'un abattement de 40%. C'est ce qui remplace l'ancien avoir fiscal, pour ceux qui ont connu la fiscalité, faire un peu d'archéologie fiscale. Donc, plus d'avoir fiscal, mais par contre un abattement de 40% sur la base et non-déduction du bénéfice imposable à l'IS, puisque bien évidemment les dividendes sont après impôt. Et ce qui nous donne, vous le voyez, une distribution de dividendes dans les mêmes conditions de calcul donc celles qu'on avait fait tout à l'heure sur les salaires et les rémunérations de dirigeants, avec donc un net en poche de 53,4. Et si je reviens sur le précédent tableau, vous voyez, on est entre 44 d'un côté et 57,9. Donc il n'y a pas non plus des écarts extraordinaires. Et encore une fois, ça dépend vraiment de la situation de la personne. Et on se rend compte que parfois les écarts sont même encore plus faibles. Donc tout ça n'est quand même pas extraordinaire, puisqu'on a un net en poche qui est de l'ordre de 50%. Et donc on peut se poser la question d'une solution alternative, qui est donc le fameux OBO. C'est un terme un petit peu barbare pour parler de la vente de sa société à soi-même. Alors, qu'est-ce que l'OBO ? Le principe est assez simple, en fait. Donc, on a créé une société depuis un certain nombre d'années. Cette société génère des bénéfices régulièrement et on se dit, plutôt que de les récupérer sous forme de dividendes ou de salaire, est-ce que je n'aurais pas intérêt à créer une autre société holding et à céder tout ou partie de mes titres à cette société holding ? Juridiquement, c'est d'une simplicité, je pense que même un expert comptable peut le faire. Il n'y a pas besoin d'un avocat hyper spécialisé pour ça. Créer une société holding, souvent une SAS, et on fait un transfert de titres. Voilà. La problématique de tout ça, et l'objectif d'un OBO, c'est quoi ? C'est de dire, je vais essayer de bénéficier du régime fiscal des cessions de titres en lieu et place du régime fiscal, donc des dividendes ou des salaires. Le régime fiscal des cessions de titres, donc les plus-values de cessions de titres, qui a défrayé la chronique ces dernières années, vous l'avez certainement suivi, étant le régime le plus intéressant dans quasiment tous les pays du monde. Certains pays, c'est extraordinaire, c'est zéro. La Belgique, beaucoup de pays qui nous entourent. En France, c'est loin d'être zéro, mais néanmoins, c'est des taux d'imposition, on va le voir un petit peu plus loin, qui sont quand même plus intéressants que les taux d'imposition des revenus classiques. Il y a eu tout un débat, vous l'avez suivi certainement, après le changement de majorité en 2012, où le nouveau gouvernement avait voulu taxer les plus-values de cession de valeurs mobilières au régime, au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il y a eu la crise des pigeons. Donc les entrepreneurs se sont révoltés. Il y a eu tout un aller-retour de régimes. Certains régimes qui ont été proposés par le gouvernement et votés n'ont jamais été appliqués. Et on est revenu à un nouveau régime, qui est un régime assez complexe, qu'on va voir juste après, avec deux niveaux de taxation, qui est un régime basé sur la durée de détention. On va le voir après. Et donc l'idée de l'OBO, c'est de dire, je vais transformer mes futurs revenus que je vais percevoir dans les années à venir en un revenu immédiat qui va être moins taxé, puisque ça va être de la plus-value de cession de titres. Ça peut paraître extraordinaire, et on va voir qu'effectivement, on arrive à réduire l'imposition des revenus. Néanmoins, la problématique qui se pose, c'est que l'État, bien évidemment, et les autorités fiscales, voire sociales, peuvent se dire, c'est quand même bête, je perds une assiette fiscale et sociale importante à cause de ce genre de schéma, et donc je vais essayer de le remettre en cause. Alors soit ça a été vraiment très 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 mal organisé, et là c'est peu de mal à expliquer que tout ça ne fonctionne pas, soit ça a été bien organisé,
Et là, elle doit passer par un mécanisme qu'on appelle l'abus de droit. Vous avez sans entendu parler de ça. Un célèbre professeur de fiscalité disait que c'était la sanction des surdoués de la fiscalité, c'est-à-dire quand on fait toutes les choses tellement bien que ça peut paraître parfait, mais qu'il n'y a pas d'autre objectif qu'un objectif fiscal, l'administration fiscale et depuis peu l'administration sociale peut remettre en cause l'ensemble du montage et requalifier les revenus. Donc tout le débat pour lorsqu'on va conseiller un entrepreneur, c'est de lui permettre de mettre en place ces schémas sans que le risque soit trop important. En France, le risque zéro n'existe pas, sauf à payer ses impôts au taux maximum. Mais en tout cas, sans que le risque soit significatif. Et donc, pendant longtemps, les réflexions ont été basées sur le cerveau des avocats qui donnaient leur avis, et ça vaut ce que ça vaut. Et puis récemment, en 2011, le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction française en matière d'impôt sur les revenus sur les sociétés, a rendu un arrêt, donc un arrêt Bourdon, qui est assez connu des spécialistes, qui a donné un certain nombre de clés d'analyse en disant en gros, si l'opération est financée par des tiers, alors on parlait de banques à l'époque, il n'y avait pas encore le crowdfunding, mais si en tout cas des tiers apportent leur financement, si on arrive à démontrer que l'actionnariat au départ et à l'arrivée n'est pas le même, et si on arrive à démontrer qu'il y a des vrais objectifs de gestion patrimoniale du chef d'entreprise, etc., il n'y a pas d'abus de droit, puisque l'abus de droit, encore une fois, c'est lorsque l'objectif de l'opération est purement fiscal. Et donc, pour faire simple et pour vous donner quelques conseils de base que l'on peut donner à nos clients, après chaque cas bien évidemment est particulier, mais c'est toujours faire en sorte que cette opération passe par une restructuration du capital. On peut avoir des minoritaires que l'on sort à cette occasion-là, on peut faire rentrer au contraire les enfants, on peut modifier la répartition du pouvoir dans la société holding au moment de l'opération. On a aujourd'hui depuis quelques années en France des titres que l'on appelle des actions de préférence qui permettent de dissocier la détention en capital des droits de vote, des droits à dividendes, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour montrer que la situation avant l'opération et après n'est pas la même en termes capitalistiques. Pareil, donc je disais, recours à un financement extérieur, une banque qui a validé le schéma et la faisabilité du schéma, des investisseurs tiers qui vont rentrer en tant que minoritaires. Tout ça, ce sont des précautions qu'il convient de prendre à chaque fois. L'intérêt, c'est quoi? Donc, ça permet de dégager des liquidités à des niveaux de taxation et de prélèvements sociaux inférieurs. En gros, on prélève immédiatement 5 ans de rémunération qu'on ne percevra pas dans les années à venir. Alors, quand je dis on prélève immédiatement, vous allez me dire oui, mais il n'y a pas nécessairement l'argent, etc. Bien évidemment, on peut avoir une créance sur la société holding et ne prélever cet argent que au fur et à mesure, mais en fait, on a figé un revenu, on a figé une plus-value qui sera ensuite purgée petit à petit par les remontées de dividendes. Pour certaines personnes qui ont déjà un patrimoine important, le gros avantage de cette opération aussi, c'est que ça permet de jouer sur le plafonnement ISF. Vous savez que pour les gens qui ont des patrimoines relativement importants et qui ne sont pas exonérés au titre des biens professionnels, donc pour des gens qui auraient déjà vendu leur société, qui auraient pas mal d'immobilier, etc., l'ISF est une vraie problématique. Et aujourd'hui, il n'y a pas 50 solutions pour réduire son ISF. Et en tout cas, il y en a une qui est extraordinaire, qui est le plafonnement, que le gouvernement a essayé de remettre en cause à plusieurs reprises, mais il a été à chaque fois sanctionné par le Conseil constitutionnel, si vous avez suivi un peu ces sujets-là. Et donc aujourd'hui, le plafonnement fonctionne à partir du moment où on n'a plus de revenus. Donc en faisant une opération où on dégage l'année N une grosse plus-value, et on ne se paye plus pendant les 5 ans qui suivent, mais pendant 5 ans, on va payer 0 d'impôt, puisqu'on va plafonner grâce aux règles de plafonnement de l'ISF. Un autre avantage important, c'est que lorsqu'on fait cette opération-là, on va par définition endetter la holding de reprise, et donc on va réduire la valeur des titres de la holding, ce qui va permettre pour les gens qui veulent développer leur société en faisant rentrer au capital les cadres, les principaux cadres de leur entreprise, de les faire rentrer sur la base d'une valeur plus faible par définition, puisque c'est la valeur de l'entreprise moins la dette. Et du coup, les cadres vont pouvoir bénéficier de la future création de valeur et du désendettement. Donc tout ça sont des avantages, je dirais, collatéraux de l'OBO qui peuvent en plus être mis en avant pour justifier l'opération pour des raisons autres que fiscales. Je passe sur les problématiques d'apport de titres, etc. et de conséquences. Mais en gros, aujourd'hui,
Comme je vous disais, l'imposition, pour que vous voyez à peu près le net en poche de combien on parle, le taux d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières donc, dépend de la durée de détention des titres, avec deux régimes. Le régime de droit commun, qui est celui-ci, le régime des entrepreneurs que l'on va voir juste après. En gros, le régime de droit commun, c'est si je détiens les titres pendant moins de 2 ans, je suis taxé à 60,5%. Donc ça, c'est le taux marginal de l'impôt sur le revenu en France, il reste 40%. Si je détiens entre 2 et 8 ans, je suis taxé à 38%, et au-delà de 8 ans, à 31,25%. Tout ça étant la fiscalité à aujourd'hui, elle peut changer dès demain, et en général pas dans le bon sens. Ils ont mis en place, par ailleurs, ça c'est à la suite des pigeons, un régime d'abattement renforcé. Et c'est le petit tableau en bas qu'il faut regarder. En gros, si on remplit certaines conditions, c'est-à-dire qu'on a acquis ou créé la société avant que cette société ait 10 ans, si on a acquis la société avant qu'elle ait 10 ans et que l'on a porté les titres en tant qu'entrepreneur, c'est ce barème-là qui s'appliquera. Alors avec quelques petits couacs dont je pourrais vous parler, c'est assez intéressant. Mais en gros, si on détient les titres depuis moins d'1 an, 60,5%, ça arrive assez rarement, à part être Instagram. Entre 1 et 4 ans, c'est 50% d'abattement, c'est-à-dire 38% de taux d'imposition. 4 et 8 ans, 31,25%. Et plus de 8 ans, vous voyez, 22,25%. Ce qui fait un net en poche de presque 80%. Donc vous voyez que ce régime-là, pour les gens qui portent leur entreprise depuis un certain temps, est très intéressant. Bien évidemment, ce que je n'ai pas dit, mais ce que vous avez certainement lu dans le tableau, le financement de cet endettement se fait par les distributions de dividendes de l'entreprise, bien évidemment. Donc, ça, c'est le régime auquel tout le monde aspire, le fameux en bas, là, 22,25, qui n'est pas si évident que ça à obtenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a, bien évidemment, entre la volonté politique qui avait été affirmée à l'époque, après la crise des pigeons, et la mise en œuvre par il y a un petit écart, et notamment, c'est assez intéressant, le cas qui avait été pris à l'époque pour faire un exemple et pour dire regardez comment on met en place des régimes pour les entrepreneurs comme c'est génial, c'était le cas, vous avez tous entendu parler de et donc voilà, pour les gens comme qui créent des sociétés, des leaders mondiaux, il faut vraiment qu'on puisse avoir des régimes comme ça très incitatifs. Et on se rend compte qu'en fait, pour une société comme ça, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que pour les sociétés les sociétés ne peuvent bénéficier, enfin les groupes de sociétés ne peuvent bénéficier de ce régime-là que si le siège social de la société est en France ou en Europe, enfin au sein de l'Union européenne ou au sein de l'espace économique européen, et pas si le siège est dans un autre pays. Et notamment, lorsque la société est une société holding qui détient ensuite toutes ces sociétés, il faut que le siège de toutes les sociétés filiales soit aussi au sein de l'Union européenne, au sein de l'espace économique européen. Or, sauf erreur, les États-Unis ne sont pas au sein de cet espace-là. Or, n'importe quelle société de tech, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre une filiale aux États-Unis dès qu'elle commence à se développer. Voilà, donc encore un petit couac qui n'a toujours pas été réglé par nos gouvernants, mais un jour ils vont s'en rendre compte et ils vont le faire. Mais en tout cas, pour des sociétés plus modestes dont le champ d'action est plus France, Union européenne, ça fonctionne très bien et c'est vraiment ce régime-là qu'il faut arriver à obtenir. Voilà, donc ça c'est l'exemple chiffré que l'on a essayé de faire pour vous montrer. Donc, régime de droit commun sur la base d'une valeur d'entreprise d'1 million d'euros, 73% de net en poche, régime incitatif majoré, on l'appelle comme on veut entrepreneur, 81%. Alors, il y a toujours des petites footnotes parce qu'en fiscalité, il y a toujours des exceptions, des déductions refusées.